Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 62 des Dessous du Troll. Et je suis encore une fois désolé si vous nous regardez en vidéo, puisque mes camarades font déjà les andouilles. Donc Alex, bonjour Alex. Hola, ¿qué tal? Vincent. Hola, ¿qué tal? Charles. Salut. Voilà. Et Aurélien. Bonjour. Et moi-même, Jocelyn. Donc nous allons animer cette petite émission en partenariat avec les habituels diffuseurs, Balgeek, Ex-Leak. je sais plus où on en est avec Slick, oui, mais je sais plus où on en est avec les autres. Donc désolé si on est déjà diffusé chez vous et qu'on parle pas encore de vous. Nos partenaires, la carte chance et c'est à peu près tout. Oui, mais Voilà. c'est tous nos copains. C'est déjà bien. Voilà, donc cette émission, vous l'écoutez sur nos diffuseurs ou sur notre site lesdessous-du-troll.fr. Nous allons aujourd'hui parler... Et Facebook, Twitter. plus tard, on va les saouler avec ça. C'est bon, ils vont pas nous écouter sur YouTube. Facebook. Bah si, mais il faut nous suivre, tout ça, mais il paraît ça, que mais ça c'est fait à bien. la fin, quand ils ont écouté l'émission, ils ont trouvé ça super. Et ben, ils Non, vont cliquer. avant. Sinon, ils cliquent pas. Donc, Bon, ok. Donc allez nous liker sur les réseaux sociaux avant d'écouter cette Google émission. Plus. Mettez en pause. Allez, allez sur votre réseau social allez préféré, sur Google likez-nous. Plus. Après, vous avez l'autorisation de revenir nous écouter. C'est ça. Bon, ces imbécilités mises à part, nous allons aujourd'hui vous faire une critique d'un jeu de plateau. Alors, c'est Charles et Alex qui vont s'en occuper. C'est Archeologia. ouais. C'est Archeologia, vas-y, comment tu... Ça s'écrit Voilà. Archeologia parce que sinon c'est difficile à trouver sur Google. D'accord, je sais pas si tu aurais le cran de prononcer Archeologia, histoire qu'on se moque de toi, mais bon, une occasion de rater. Donc Archeologia par Charles et Alex, ensuite on enchaînera sur un petit dossier, enfin un petit, ça dépend. C'est Vincent qui s'en occupe, notre spécialiste jeu de cartes, va donc vous faire un dossier sur ce sujet. Ouais, c'est surtout que c'était mon premier dossier en plus. Ah bon Oh, félicitations. Ah bah, ça va faire des dossiers, Champagne après mais pas dans l'épisode. ce sens-là du terme. Toujours pas fait. Et pardon. Et on terminera avec Aurélien qui nous fera une première partie. Oui. Sur le jeu de rôle Game of Thrones. Ouais, je fais comme les séries en fait. Je tease les gens et tout pour qu'ils reviennent et tout. Oh là. D'accord, d'accord, très bien. Donc il fait une série basée sur une série C'est ça. de jeux, sur des livres, sur des films. Bref. Cross-platform. Bon, donc vous l'aurez compris, je ne sers à rien, donc je vais arrêter de parler. Je laisse donc le micro à mes petits camarades pour parler d'Archeologia. C'est une bonne chose. Oui, en fait c'est un jeu dont on a eu la chance et l'honneur de pouvoir faire coucou à l'auteur lors de Paris Ludique. Il était présent, c'est un ardéchois sympathique qui est fan de sa région et de surtout des jeux de société, qui a décidé de monter un jeu tout seul de A à Z et distribution, création et vente locale. Ce qui est très cool d'ailleurs à Paris Ludique, c'est souvent qu'on peut rencontrer les auteurs et ça, c'est sympa. Les petits artisans. Une rencontre fort enrichissante, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, toute l'idée complète du méta Archeologia est intéressant. Donc on va finir là-dessus. Donc c'est Olivier Lafont, voilà, qui est initiateur de ce projet, qui est donc l'auteur du jeu et qui est le distributeur, créateur et ainsi de suite. Tout se fait en Ardèche. Voilà. C'est ardéchois, 100% ardéchois. Il a un site web pour vendre ça, voilà. Ou sinon il le vend parce qu'il se balade beaucoup durant les conventions, les grosses conventions du coin. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Quand il y a du jeu, on y a joué avec Charles, voilà. Oui, avec l'auteur. Avec l'auteur parce que on aimait bien manger de la terre aussi bien physiquement que mentalement. Dans cette zone-là où il y avait plus de vent qu'autre chose. Vous pouvez trouver le jeu à 36€, hein, donc, vous le matos, c'est pas mal vu que c'est fait en local, voilà. Oui. Donc comment ça marche le jeu? Alors, tout simplement, c'est un jeu où tout va s'orienter sur la recherche archéologique et la fouille. C'est un jeu de fouille, tout simplement, où le but ça va être d'accumuler le plus de points de victoire à l'issue des différents tours. Alors, je vais rentrer dans les différentes mécaniques qui sont intéressantes. Donc il y a une mécanique d'accumulation d'objets qu'on obtient durant les fouilles. Ces objets-là, selon leur niveau de strat dans les fouilles, ils sont plus ou moins durs et ils rapportent plus ou moins de points d'expérience. Ça me rappelle Pergamon quand tu me dis ça. Oui. Un petit peu. Ouais. C'est ça, c'est que plus on creuse loin, plus on obtient des objets qui sont gros mais chers. C'est des découvertes archéologiques. Voilà, c'est ça. Donc ça s'oriente à la fois sur des vestiges humains ou alors de la création humaine
Et quand on va encore plus loin, on tombe sur les dinosaures. Oui, alors, comme tu dis, il y a plusieurs types, il y a plusieurs strates, mais ça on en reparlera plus tard. Ouais, et tout est lié en fait, et plus on creuse et plus on remonte dans le temps. Et en fait, il y a un côté très historique du jeu en fait qu'on a beaucoup aimé, c'est la méta. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus tard. Voilà. Donc ça c'est la mécanique d'accumulation d'objets. Après, tout tourne autour de ça. On joue un petit pion qui se balade sur un plateau qui est composé de petits carrés. Chaque petit carré a 4 tuiles au-dessus de lui, et on commence donc son personnage sur une tuile, sur la 4e tuile la plus haute. Voilà. Ces tuiles-là sont donc les zones qu'on fouille. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Première, deuxième, troisième et donc ainsi de suite. c'est une espèce de matrice de... C'est du 4 fois... 4x4 ou 5x5, je sais plus. 5x5, bon, il me semble. Ça change pas grand-chose au niveau du jeu. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est adapté pour 4 joueurs. Donc il est au niveau de la taille, il est très bien. C'est-à-dire on se marche pas dessus. Voilà. Et donc on creuse. Mais pour creuser, la première couche ça va, on peut y aller avec les mains et les dents. Mais celle d'après, il faut acheter du matos. Voilà. Et oui. C'est justement ça l'idée de strat, et c'est vraiment un peu comme ça qu'ils ont aussi en archéologie, hein. C'est des termes très fidèles à cette science. C'est que la première, il y a une strat où il y aura de l'herbe, etc. Après il y a une strat où tu auras un sol plus dur, où tu pourras trouver des vestiges de l'âge de fer, ensuite l'âge de bronze, ensuite l'âge de pierre et la préhistoire à la fin. Donc voilà. Donc il y a 4 tuiles qui sont enfilées et on va creuser successivement. Et à ce niveau-là, c'était vraiment bien fait. Voilà. Donc on a ces différents équipements, la pelle et autres, qui vont nous permettre de faire ces fouilles. Voilà. Et le dernier aspect du jeu, c'est le côté musée et le côté marché noir. Marché noir. Qui en gros... ces différentes bouts de construction qu'on obtient, on va aller les revendre au musée, voilà, pour des points de victoire. Ou alors on peut s'amuser au marché noir, à récupérer des bouts qu'on n'a pas, à essayer d'échanger des bouts contre d'autres bouts et ainsi de suite pour obtenir la famille qui nous intéresse. Ça. C'est-à-dire que, alors tu me corriges, hein, parce que d'après ce que je me souviens, les musées ne sont intéressés que par les séries. Oui, ils veulent que du complet. Ils veulent que du complet. Ça me rappelle vachement Pergamon tout ça, quoi. C'est ça. Ça ressemble beaucoup, il y a les mêmes idées de creuser, de faire des suites d'objets et puis de les vendre au marché, au musée pour avoir des mais la vraie bonne idée de Archéologia, c'est vraiment cette matrice 5 sur 5 sur 4 de profondeur qui nous met beaucoup plus dans l'ambiance d'un fouilleur. Oui, ça te fait une sorte de terrain où tu peux creuser, quoi. Mais du coup, c'est vraiment qu'une question de thématique, la différence par rapport à Pergamon ou... Non, Pergamon, c'est aussi la thématique de l'archéologie. Hein. Oui, c'est des jeux qui sont proches, forcément. Par contre, il n'y a pas tout le côté un peu réaliste de l'archéologue, quoi. Puis il y a des mécaniques différentes. Je veux dire, il y a l'avion, il y a des... Oui, je doute pas que les mécaniques de jeu soient là, tu as de l'argent que tu peux dépenser pour faire des choses. Voilà. Le dernier point, qui n'est pas vraiment un point, mais c'est au niveau du déplacement. Donc c'est un jeu tout simple, par contre là rien de folichon. Tu as X points d'action par tour, tu les utilises pour te déplacer, pour creuser. Voilà, tu peux pas aller piquer des trucs chez les autres, ça s'oriente pas vraiment comme ça le jeu. C'est plus... Il y a des cartes, je crois. Ouais, il y a des cartes qui permettent d'aller prendre un vestige chez l'autre. C'est le côté réaliste de l'archéologie, c'est pas le côté Indiana Jones, quoi. Voilà, c'est pas du tout pour aller tabasser les autres pour obtenir l'arche. T'as pas de fouet. Il y a un peu d'interaction, mais sans plus. L'interaction, c'est comme la mode de tous ces jeux à point de victoire ou autre. Elle va se situer dans la qualité que tu as à séquencer ton jeu pour obtenir exactement au bon moment les bonnes choses avant l'autre. Voilà. Oui, puis tu vas piquer les ressources à l'autre. Si tu peux un peu le gêner en plus, t'en profites bien, quoi. Oui. Donc voilà. Ça c'est vrai que c'est cool. Donc ça c'est les mécaniques de base du jeu. Le jeu est très fluide, il dure une petite heure sans souci avec l'explication des règles. Il s'adresse à n'importe quel public. Le fait qu'il y ait des dinosaures, on pourrait croire que c'est plus pour les enfants, mais pas tellement parce que les mécaniques sont assez sont pas si dures, mais sont quand même, il faut quand même réfléchir un tout petit peu. Voilà, on peut pas gagner en jouant tout n'importe comment. Non, voilà. C'est un jeu très profond. Alors on creuse forcément. D'accord. Là effectivement on creuse. Je pensais qu'on avait touché le fond. Non, mais c'est un jeu très profond comme je disais, qui
qui a peut-être un défaut d'après moi, et encore faudrait approfondir, c'est que on a aussi des cartes actions qui sont assez aléatoires, et il y en a qui ont un peu plus de valeur que d'autres, d'après nous. Donc sur notre première partie, et du coup elles influencent beaucoup. Si tu les possèdes dès le premier tour, ça influence beaucoup, mais c'est pas dit, parce que moi j'en avais eu des bonnes cartes, il me semble, et j'ai pas gagné pour autant. Donc l'un dans l'autre. Est-ce que c'est l'auteur qui a gagné? Non, c'est pas l'auteur, c'est Alexandre, sur un très beau finish. Oui, où je fais tous les points en un coup. C'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait aller à 40 points, il partait de 16 et il fait les 20 et une collection, et bim. C'est aussi l'un des trucs qu'on a vu dans ce jeu, c'est que ça peut se finir très très vite. Parce que je sais pas trop. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est que les dernières strats, celles où il y a les gros trucs, quand tu les revends au musée, ça te fait des points, mais de folie. Ça te fait la moitié des points de victoire en tout. Voilà, et que c'est ouf. On va parler tout de suite du point que tu as abordé au niveau de la chance. Forcément, tu mets au hasard les strats, les cartes elles sont distribuées au hasard, mais après tu peux tourner autour de façon assez intéressante. C'est que de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de stratégie dominante. Non. Voilà. J'ai gagné d'une façon assez rapide à la fin, mais les autres me talonnaient et pouvaient gagner sans souci à 2-3. En fait, il y avait un ami de l'auteur qui lui manquait 2 points au tour précédent pour gagner. Quoi. Exactement ça, voilà. Ah ouais, il devait être bien dég. Parce que je l'avais piqué à un moment en pensant que ça pouvait peut-être être intéressant, un bout de son vestige. Voilà. Mais d'accord. Et ça s'avérait que ça a tout sauvé, mais ça aurait pu. J'aurais pu choisir un autre. Donc c'est ça qui est assez intéressant, sachant que on a tous fait sur la table des techniques assez différentes, mais encore une fois, ça me rejoint, je ressens comme Endeavor, la meilleure technique et la meilleure stratégie, c'est de les faire toutes. C'est d'être présent sur tous les plans possibles, parce que le fait de creuser profond, donc d'avoir le matos et de commencer à construire des trucs assez gros, va pas t'empêcher de quand même en parallèle avoir les trucs plus petits. Alors que si tu fais que les plus petits, tu vas en avoir, mais que comme tout le monde grignote sur la table, et ça va très vite que la première couche, il n'y va plus en avoir du tout. Je sais pas, je pourrais pas forcément te suivre sur cet avis parce qu'on a fait qu'une partie. Ouais, mais en fait, moi c'est au niveau des statistiques. C'est que si au niveau statistique, tu dois creuser au niveau 4, il faut déjà avoir creusé le niveau 1, 2, 3. Et ou alors tu laisses tes alliés le faire aussi. Bon, il y a un peu de ça aussi, quoi. Du coup, vous êtes emballé, c'est ça? J'ai l'impression. Du coup, c'était une vraie bonne surprise. Quand tu commences à se friter sur point de stratégie au bout d'une partie, non, c'est une vraie bonne surprise de Paris et ludique. Ça fait partie des petits jeux de plateau qu'on n'attendait pas. Ça fait plaisir de les voir, tu vois ce que je veux dire, on va dans un salon, on voit évidemment tous les jeux qui nous ont fait venir dans ce salon, mais on voit aussi tout ce qu'on peut découvrir, et c'est une bonne surprise pour nous. Et je voulais aborder aussi le fait que la prise de l'auteur est extrêmement intéressante dans un contexte actuel où ce genre de projet sera apparu sur des zones de financement participatif qui commencent à nous sortir par les trous de nez. Alors que non, lui il a eu les couilles de tout faire de lui-même complètement. Vocabulaire. Oui, mais là, c'est le terme. Pour le coup, je lui en aurais pas voulu à lui de faire par développement participatif. Mais c'est pour montrer que même si ça existe, il y a des personnes qui quand même se sortent les doigts des fesses. Moi, ce qui me fait rager sur le développement participatif, c'est les grands groupes. Voilà, oui, ça. Bon, après, les petits auteurs, ils font ce qu'ils veulent. C'est fait pour ça. Mais le problème, c'est que c'est une mode qui devient un océan insondable de ouais, mais ça, c'est parce que les consommateurs. On en parle plus dans le shortcast, mais c'est parce que les consommateurs, entre autres, développent. Le font trop, quoi. Du coup, s'il a un jeu bien, il peut aussi passer par la circuit d'édition normale, quoi. S'il jouait bien, il va se vendre. Mais c'est le consommateur qui. Faut mettre un apport personnel, par contre. C'est le consommateur qui font trop confiance aux grandes sociétés. C'est pour ça que le système est abusé en ce moment, quoi. J'ai une question. C'est sa propre édition ou c'est une édition connue? En fait, il fait les boîtes dans un truc pas très loin de chez lui, et il les envoie avec la poste à chacun. Voilà. Non, il n'a pas du tout d'éditeur. C'est auto-édité, quoi. Et c'est même auto-distribué, du coup. Voilà, c'est ça. Il fait tout. Une vraie bonne surprise, un fan. Il arrive quand même à écouler son jeu, parce que ça doit être compliqué de distribuer un jeu que tu distribues toi-même dans les salons, quoi. Je pense que pour l'instant il s'en sort pas, malheureusement. C'est pour ça qu'on lui fait de la pub aussi, parce que. Allez lui acheter, faites-le bosser là, il vend ses cartons. C'est un bon jeu, et puis si ça marche, pourquoi pas qu'il en refasse un
autre parce qu'il a des idées, ce gars-là, quoi. Donc, il faut. Et il faut plébisciter, tu vois, c'est pour ça que. Oui, j'ai une question rapide. Une extension, il a pensé ou pas? Non, c'est parce que c'est une. Non, c'est pas commercial, donc du coup, il fait pas un demi-jeu. D'accord. C'est une personne qui a compris le concept total et le concept un peu vieux jeu, j'aimerais dire, du je fais tout de A à Z. Et ça veut dire que quand je vais arriver devant un consommateur, c'est pas pour lui dire mec. Et dans 6 mois, tu rachètes la prochaine extension, je te mets les vrais dinosaures, parce que là, je t'en ai mis des faux. Non, mais je pense qu'il est dans un délire où il veut. Enfin, ça lui fait plus plaisir de. Voilà, cette démarche-là entièrement à l'ancienne. Il voulait sortir son jeu, il avait des idées, il l'a fait, tant mieux pour lui. Voilà, un vrai artisan du jeu de plateau. Ça existe encore en France, mesdames, messieurs. On en a parlé il y a 2 semaines, c'est exactement la même ordre d'esprit. Oui, c'est ça. On est un peu les Jean-Pierre Coff du jeu de plateau. Bon. Référence de ouf. Très bien. Donc, oui, je sais. Bon, chaque émission, on perd une minorité. Ce coup-ci, on a perdu les créationnistes. Merci, les gars. Tu veux dire les philosophes ou les joueurs? Enfin... Non, les créationnistes, les gens qui pensent que les dinosaures n'ont jamais existé. Donc, voilà. Donc, on dit au revoir aux créationnistes et on dit bonjour aux jeux de cartes. Ouais, jeux de cartes. Qui prend la suite. Voilà. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est je vais faire rapide topo de comment on est arrivé aux jeux de cartes aujourd'hui. Enfin, oui. Alors c'est jeux de cartes traditionnels, on va tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je parle assez de jeux de cartes, mais c'est pas les mêmes. Oui. Ouais. Enfin, jeux de cartes à collectionner et jeux de cartes de vos grands-parents. Voilà. Et ensuite, méchant, je vous les explique. joueurs de poker sont pas tous vieux. Vos grands-parents et vos amis un peu ringards. Bon, je peux faire mon dossier. Oui. Ensuite, je vais vous faire parler du jeu le plus distribué au monde. Ouais. Ça aurait peut-être des surprises. Des paris. Tu veux parier quoi? Bah, moi 54 cartes. Je suis loin de la vérité, je crois. Jeu de tarot, peut-être, non? À cause du bridge, du poker, quoi. Bon. Jeu de tarot et tous les voyants qui te. Et enfin, je vais vous raconter des petites anecdotes autour du jeu de cartes traditionnel. Et il y a des surprises. Ok. Et bah, vas-y. Donc, le jeu de cartes que je vais vous parler, alors il y a plusieurs dérivés. Il y a déjà le jeu, il y a la cartomancie, la magie et l'argent aussi. J'étais étonné dans mes recherches. Il y a un moment où ça a été utilisé comme monnaie, surtout sur la Nouvelle-France, qui est devenue le Québec. Ils ont utilisé des cartes comme monnaie? Bah, ils n'avaient pas de papier, alors ils avaient de quoi à bord. Bah écoute, on va peut-être réinstaurer ça, mais avant je vais acheter quelques jeux. J'en ai plein des cartes. Il y en a qui sont plus riches que d'autres aussi. Mais est-ce que c'est des cartes à jouer traditionnelles? Non. Voilà. T'es pas. Ton lotus noir, voilà, il vaut plus rien. Ouais. Il vaut plein de cartes de cœur. Attention, il a envie de te taper là. C'est un truc de ouf. J'ai vu la fureur dans ses yeux. C'est le Black Lotus. Il n'y a pas de version française. Voilà. Vas-y, Vincent. Donc, on suppose que le jeu de cartes a été inventé en Chine vers la dynastie de Tang. Et du papillon lotus. Ok, j'arrête. Ça veut dire 618 et 907 après Jésus-Christ. Donc, d'accord, je te fais confiance. C'est après les chercheurs. Hein. Et ensuite, comment vous expliquer? Il est passé en Égypte. D'accord, par l'Égypte. Et de l'Égypte, on pense qu'il est monté en Europe. Ouais. D'abord par l'Italie et l'Espagne, et ensuite la France. Les premières lames en Europe et en France, c'était dans le 14e ou 15e siècle, un truc comme ça hein 14e, il me semble. 14e, 14e siècle. Ouais. Bien joué. Et sur Paris, je sais plus où j'ai eu la date. Il a été démocratisé avec les cow-boys. Ouais. Donc, ah si, j'ai la date. 1369 Paris. Ouais. Ah, 69. Ouais. Il faut savoir. Sans déconner. C'est trop triste. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais c'est le hasard. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. Non, ouais, ok de cette émission. Voilà, okay. Donc, il faut savoir que ça a eu un très grand succès très rapidement. Le jeu de cartes, oui. Oui, et en fait, chaque pays a voulu faire sa propre, son propre setup, on peut dire, sa propre sauce, oui, de son jeu. Ou les tu sais. Ils ont fait ses propres dessins avec ses propres symboles et ses propres figures.
D'accord. Si je suis plus clair. Et quand tu nous parles du jeu de cartes là, qui est arrivé en France là, au XIVe siècle, c'était le jeu de cartes tel qu'on le connaît aujourd'hui pour le poker, etc. Ou... Non, alors au début, donc ça vient de l'Italie et d'Espagne. Eux, ils avaient bâton, coupe, denier et le dernier. Coupe, bâton, denier et épée. Voilà. Et en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé. Et, alors, c'est très vite devenu pique, cœur, trèfle et carreau, qu'on connaît. Mais. C'est ça local qui trouvait que les épées, c'était. Ouais. trop violent. Par contre, la dame n'est pas. Enfin, il y a eu le roi, le cavalier, qui vient du jeu italien, et le valet. Ah, il n'y avait pas de dame dans le. Non, c'est venu plus tard. C'est comme pour le vote, quoi. C'est venu plus tard. Voilà. Sachant que ce qui m'a été étonné, c'est qu'en anglais, enfin, ils ont repris le jeu français et c'était les rois, les chevaliers et les. Alors ils disent. Enfin, la traduction que j'ai trouvée, c'était comment dire, les garçons. Les petits garçons. D'accord, garçons. Okay. Bon, tant qu'il n'y a pas de prêtre dans le jeu, ça va. C'est les princes. Oui, voilà, les princes. Voilà. Oui, le prince. Et ensuite, ça s'est transformé en valet, enfin en dame et valet pour l'anglais. Et t'avais déjà 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 au niveau des valeurs, quoi. Oui, ça s'est arrivé très très vite. Ok. Et du coup, c'est le jeu français qui a. Eh bah oui, c'est ça, c'est le jeu français qui a été imposé dans le monde entier. Eh bah voilà, hein, Cocorico. Ouais. Fini le French bashing. Ouais, hein. L'État devrait toucher des royalties sur chaque jeu vendu. Ah oui, bah tiens, je crois qu'il y a les 40 ans qui sont passés là. Ah mince. tiens, en parlant de trucs royalty, il faut savoir qu'il y a eu des taxes sur le jeu de cartes à un moment. À la française. En France et dans tous les pays chrétiens, ils aimaient bien taxer tout ce qui était jeu parce que c'était pas très toléré par l'Église. En Italie aussi, ils ont taxé. Et en gros, en fait, il y avait un timbre fiscal ou un tampon, ça dépend des années. Et ça s'était marqué sur l'as de pique. Non, pas l'as de pique, l'as de trèfle, pardon. D'accord. Est-ce que tu as des informations sur les métiers des gens qui fabriquaient les cartes? Parce que je sais que ça existait pour les dés. Il y avait des gens dont le seul métier c'était de fabriquer des dés, qui étaient reconnus par l'État, qui avaient des. Ça devait pas être facile à l'époque de fabriquer des dés. Je pense qu'il fallait surtout pas qu'ils soient truqués, donc les dés validés par. Est-ce que c'est le cas avec les cartes aussi? Comment c'était fait Enfin, je sais que c'est la technique, ça s'appelle la xylographie. Donc c'est l'art, en fait, on sculpte un bois, ensuite on met de l'encre sur le bois et on mettait un papier, une presse. Parce que c'était non, c'était jeu de cartes en papier quand même. Enfin. Oui, non mais c'est. Oui, c'est la presse. Oui, le bois, c'est la presse en fait. Voilà, c'est la presse et on mettait le papier, on passait. Ouais, ils ont fait une imprimerie quoi. Voilà, enfin, c'était avant l'imprimerie telle que on la prend avec Gutenberg, etc. D'accord. Et je suis pas dans le film. Oui. Du coup, c'est le jeu de cartes français qui s'est imposé dans le monde. Simplement, on a failli faire disparaître ce jeu de cartes à la Révolution française, puisque on coupait les têtes des rois et du coup, on a coupé les cartes. Non, on a joué avec des jeux de demi-cartes du coup. Bon Dieu. Donc on est passé à l'empereur. Il y a toute une partie de 50 ans dans l'histoire où les jeux de cartes étaient coupés. Mon pioche, mais non, c'est un roi, je le vois bien là. T'as dit roi. Et du coup, le roi, il était plus faible que le 2. Surtout que tu le vois à 10 km quoi. Non mais tu dis ça plus courte les autres. Non mais tu dis ça que le roi était plus faible que le 2, mais il y a par exemple la belote. Apparemment, c'est pour ça que le valet est plus fort que le roi. Aussi. Un jeu révolutionnaire. que dans l'atout, il me semble. Oui, c'est ça, que dans l'atout par contre. Que dans l'atout. Ouais. Et alors, oui. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a eu à la Révolution? Qu'est-ce qu'il y a eu à la Révolution? Le même jeu, mais en moins bien. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont changé en fait des figures. À la place des rois, on a des génies. À la place des dames, on a des libertés. Et à la place des valets, on a des égalités. D'accord. Okay. T'as les noms, parce que je sais que chaque croix, tout ça a des petits noms. Je sais plus où c'est. Non, je les ai pas. Du coup, il n'y a pas de fraternité? C'est des génies à la place. Parce que s'il faut plusieurs fraternités, c'est un peu compliqué. Par contre, plusieurs libertés, tu peux en trouver, des égalités entre différents trucs, mais fraternité.
C'est compliqué. On va être différent, sinon. Ouais. Ah oui, j'ai oublié une anecdote. Juste avant la Révolution, il y avait en France, on avait aussi inventé la carte symétrique, enfin où on peut réversible. À quoi elle sert celle-là? On peut la regarder dans les deux sens. Tu la vois toi et ton adversaire la voit aussi bien. Ouais. Enfin, et alors ce qui est marrant, c'est que en fait à ce temps-là, le gouvernement imposait le dessin. Et du coup, il n'avait pas accepté le dessin réversible. Ah bah tiens. Ça ballot. Ah, on peut pas faire des portraits complets. Quand le gouvernement français met des bâtons dans les roues des créateurs. C'était révolutionnaire, hein, bien avant l'Europe. Mais non, ils les ont enlevés les bâtons, on t'a dit. On les a remplacés par les designs actuels. Ah oui, c'est vrai. Bon bah quand ils mettaient des pics. Des pics. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Bien vu. On a mis des pics dans les rois après. Alors les jokers, eux, ils ont été introduits plus tard par les Américains. Et c'est bien un truc d'américain ça. Mais même au poker, il le joue pas. Donc il y a pas beaucoup de jeux qui jouent le joker en fait. Ouais, en fait, ouais. Et ce cas, c'était pour remplacer le fou en fait, du tarot. Si le joker sert, c'est quand tu perds une carte. Le fou du tarot? Oui. Non, le tarot, c'est le cavalier. Non, il y a le fou aussi. Enfin, l'excuse, pardon. L'excuse. Oui, mais il y a 2 jokers par jeu de cartes, non? Oui, enfin, il y a eu entre 1 et 4 jokers. Ah, d'accord. Ouais, tu peux perdre de 1 à 4 cartes. Oui, mais si t'en perds 4 et que t'as 4 jokers identiques, tu sais pas la. Moi, ils ont pas les mêmes têtes. Moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait des planches d'impression de 54 cartes. Tu peux écrire dessus. C'était bien avant. Non, en fait, ils sont de 56 les planches. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 jokers. C'est pour ça qu'il y a 2 jokers. Enfin, il y a 2 jokers et 2 publicités. Ouais, et il y a une règle du jeu souvent et une pub ou un truc comme ça. C'est ça. Enfin, ça dépend après des versions. En anglais, c'est 2 publicités et 2 jokers. En France, c'est 2 jokers, une aide de jeu pour la belote, il me semble. Il y a le comptage des points de belote ou je sais pas quoi, ouais, c'est ça. Et une pub. Ouais. Ça dépend du jeu. Hein. Enfin, c'est fait comme ça à Cartamundi. Ouais. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc la taxe, ça je vous l'ai dit. Ah oui, il y a eu aussi à un moment un symbole très récent. C'était en 2003. Si vous vous en rappelez, c'était pour Ben Laden. Ils avaient les Américains, ils avaient classé tous les terroristes dans un ordre. Et apparemment, ils avaient imprimé ce jeu de cartes. Et ils l'ont distribué à tous leurs Marines. Comme ça, les Marines, quand ils jouent, ils se rappellent la tronche des gens qu'ils doivent tuer. Ça, c'était. Non, mais ouais, c'était fort ça. C'était pas con. C'était pas con. On va en faire ça avec faire des cartes avec nos tronches dessus. Ouais, mais il y a pour qu'on vienne nous tuer. Il distribue aux Marines aussi. Ouais. Mais il y a encore un autre secret, encore plus fort que ça. C'est la guerre du Vietnam. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non. Rien. C'est que il y a une religion là-bas où le pix signifie la mort. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les Américains, ils ont demandé aux industries d'imprimer que des as de pique et ils les mettaient sur les casques, comme ça, pour faire peur à l'ennemi. C'est pour ça, dans les films, on voit souvent ça des devait gens... Ça devait pas être pratique à jouer, mais... Ah bah si, tu faisais tout le temps des carrés d'as, quoi. Genre, il y avait des avions où ils faisaient où ils peignaient des cartes sur oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a une chanson de Motorhead, Ace of Spades. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé comme anecdote assez marrante? J'ai vu que j'ai vu des photos de jeux de tarot dans tes notes. Je sais pas si tu veux qu'on en parler. Rapidement. En fait, moi j'ai appris récemment que la date est tous les jeux de tarot. Tous les voyants sortent ça comme truc très historique, très mystique, très du passé. Ça fait 100 ans que ça existe même pas. Non, c'est surtout que à la base c'est italien le jeu et ça a été adapté en jeu français. Mais le jeu de tarot des voyants, c'est pas le même que le jeu de tarot auquel tu joues aux cartes. Si. Non. C'est lequel utilise, c'est aussi une invention super récente quoi. Ah oui, parce que c'est pas du tout le même jeu. T'as beaucoup plus de figures différentes. T'as la mort, le machin, le truc. En fait, les cartes que tu utilises en jeu de cartes standard, poker ou autre, les figures sont plus anciennes que les cartes que tu vois au jeu de tarot ou chez ta voyante. Par contre, il y a une correspondance entre le jeu de tarot et le tarot. Oui. De voyant. Une correspondance, c'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils appellent la mort, ça peut être, je sais plus, le Joker, quoi. Enfin, c'est l'excuse, des trucs comme ça. Quoi. Oui. C'est différentes lames. Et en fait, si vous voulez donc faire la voyance avec un jeu très traditionnel, faites de la voyance avec votre jeu de poker, ça marchera. Mais ne confondez pas l'âme la chanteuse et l'âme les cartes. Non, elle va pas. On va continuer là-dessus. Il faut savoir que le plus connu, c'est le tarot de Marseille.
D'accord. Et vous savez quelle est la même blague? Non. C'est que c'est pas né à Marseille, le jeu de tarot de Marseille. Bah, c'est comme la Marseillaise. Il vient de Marseille. Alors la Marseillaise déjà n'est pas écrite par Rouget de Lille. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. C'est très compliqué comme musique. Et donc ça vient d'où si ça vient pas de Lyon. Ah ouais. Pourquoi ça s'appelle le tarot de Marseille du coup? Je crois que c'est un écrivain qui l'a popularisé. Par le savon, c'est ça? Pardon. C'est les Français c'est les Marseillais qui essayent de tous Mesdames, messieurs, je m'excuse pour cette blague. Non, le plus drôle, c'est que j'ai trouvé en anglais aussi que c'était tarot de Marseille. C'est pas que en France qu'on le dit. D'accord. Bah, les Lyonnais doivent être bien contents. Bah oui. Enfin, je vais vous terminer par les Japonais, parce que j'en ai pas parlé. Ah bah oui, ils parlent des Japonais. Et en fait, ils ont créé un jeu vers 1889, ce qui s'appelle le Hanafuda. Hanafuda, oui. Ouais, c'est un jeu un peu plus compliqué, pour vous donner une idée. Il y a 12 couleurs au lieu de 4 pour présenter les 12 mois de l'année. Et c'est par série de 3. D'accord. Et la question que je veux poser, c'est qui c'est qui l'a inventé? Un japonais? Oui, un japonais. Mais l'entreprise. Un indien du Koweït. Ah, c'est Nintendo. Bah oui, c'est Nintendo. Ils ont commencé comme ça, c'était leur 100 ans qu'ils ont fait. Le truc de base, c'était pas des maisons closes d'ailleurs, Nintendo. Non, c'était des jeux de cartes. Ils ont pas eu une histoire avec des maisons closes et tout ça? Si, à un moment ils ont eu. Enfin, ils ont peut-être racheté une. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment ils se sont trop diversifiés. Oui, tu m'étonnes. C'est toutes sortes de jeux, mais bon, il y a un moment, peut-être pas voir trop large quoi. Ça dépend si on peut être plusieurs. Et donc. C'était la maison close, mais tu n'allais pas voir pour faire ce qu'on fait dans la maison close habituellement, c'est parce que t'es pas de partenaire de jeu. Donc il fallait. Voilà. Donc t'as fait les Japonais. Oui. T'as pas fait les nazis encore, on n'a pas fait le point Godwin. les nazis? Non, j'en sais rien. Non, ça suffit. On arrête. Et donc, et pour le futur alors du jeu de cartes, qu'est-ce qu'on peut penser? Déjà le jeu traditionnel va rester, mais ce qui m'inquiète, ce serait peut-être que dans l'avenir, les jeux de cartes seront imprimés à la demande. Ça le fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Mais jeux de cartes traditionnels, pourquoi? En fait, par exemple, Edge, il a fait maintenant des cartes imprimées, donc c'est FFG qui avait commencé. Ouais. Et dans l'avenir, maintenant les imprimeurs, France 4 par exemple, ils ne feront plus une grosse stock de cartes. Oui, c'est le on-demand, c'est ce dont on avait parlé l'année dernière. Mais pourquoi est-ce qu'ils passeraient en on-demand pour des cartes traditionnelles? Comme ça. Non, mais c'est parce que ça coûte cher de stocker. Il faut savoir que par exemple, les livres, on préfère mieux les détruire que les laisser en stock dans les magasins. Ouais, mais pour parler clairement, ça veut dire qu'ils vont. Il faudra que tu les commandes. C'est juste mais le design ne change pas. Ils font pas des trucs personnalisés ou. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, il y avait très peu de jeux et en fait. Depuis ces 10 dernières années, il y a eu au moins une cinquantaine de jeux de cartes qui ont été sortis, des collectors, etc. Il y a Bicycle qui font que des Kickstarter sur leur truc. Ouais. C'est horrible. Mais pourtant, c'est une marque que j'aime bien. Enfin, toi aussi. Hein, puis c'est pas une petite marque, quoi. C'est pas une petite marque. C'est. Pas sûr qu'ils aient besoin d'un Kickstarter pour sortir un nouveau jeu de cartes. Plutôt que de prendre des risques à sortir un jeu de cartes qui va peut-être pas se vendre, ils le kickstart, comme ça ils le prévendent en fait. Non, c'est de la prévente, clairement. Et c'est réglé. Et ils le font que si jamais ils ont assez de prévente. Bah oui. Mais ils perdent rien, mais c'est calculé dans le prix du machin. Si jamais ça va pas jusqu'au bout, c'est le nouveau modèle. Et surtout, enfin, que je remarque maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de cartes qui sont de très bonne qualité, mais qui sont toujours en série limitée. Ouais. Ouais. C'est pour les collectionneurs. Oui, c'est ça. Les gens aiment bien. De toute façon, rassurez-vous, l'industrie du jeu de cartes n'est pas en risque. Vincent est là. Et lui tout seul, il fait tourner la consommation de la France en termes de jeux de cartes. Il dépense le PIB de la Somalie en jeux de cartes, de toute façon. Je crois, ouais. Et je peux t'amener aussi ça là. Il y a un jeu de cartes qui est très connu par les magiciens, ça s'appelle le Jerry's Nugget. À l'heure actuelle, en fait, pour raconter rapidement l'histoire, c'est qu'il y a l'usine qui a brûlé. Ouais. Et que en fait ils n'ont plus la recette du papier. Du coup le jeu de cartes maintenant il coûte 500 €. Ah c'est ballot ça. Et quand tu l'ouvres, tu perds la moitié du prix en fait. Donc c'est 250 ouverts et 500 fermés. Est-ce que t'en as un fermé? C'est collector? Je vais pas payer ça à 500 €. Mais que t'aurais pu en acheter un avant que ça brûle. Si ça va augmenter, ça va faire que ça. Faut pas avoir des rats chez soi quoi. Ça fait un peu cher le rat.
Enfin, quel est l'intérêt d'acheter un jeu de cartes si c'est pas pour jouer? C'est ça la question. Oui, mais c'est pareil qu'avec les figurines et les Américains qui achètent des figurines et qui jouent pas avec, quoi. Qui le laissent sous cellophane. Ouais. Oui. Joueur de Magic. Ouais. Bon, ben voilà. Donc c'est Attends, là tu nous arnaques. Tu nous avais dit que tu nous dirais c'est quoi le jeu de cartes le plus. Bah, j'ai dit jeu français. Ah, c'est le jeu français. Voilà. Donc de 54. Enfin, voilà. Ouais. 56. Il est connu pour être le jeu de 54. Donc j'avais raison. Oui, c'est ça. Jamais raison. Ah, voilà. Merci qui. Bon. Et bien du coup, plusieurs questions restent en suspens. Pourquoi Vincent consomme-t-il tant de cartes? Les mange-t-il? Les distribue-t-il aux plus pauvres dans la rue? A-t-il de grandes manches? Mais pourquoi c'est notre spécialiste de jeux de cartes? Eh bien, vous aurez ces réponses à la rentrée 2015 parce qu'on ne va pas vous spoiler. Ouais. Mais on aime bien quand même faire du teasing parce qu'on est des enfoirés. Donc, vas-y, étire-toi, vas-y, échauffe-toi. Ouais, T'es ça prêt? va être... j'ai pas pris le bouquin avec moi, dommage. Fais tes vocalises. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, c'est faire un épisode feuilletonnant ou pas? Un quoi? Un épisode feuilletonnant. Ah oui, non, on va voir. Donc le dossier Game of Thrones par Aurélien. La première partie, et il y en aura d'autres, ça c'est sûr, parce que tout simplement je voulais pas faire une émission complète où on parle de Game of Thrones, le jeu de rôle. C'est une volonté commune, je pense. Ouais, je pense que ça aurait été un peu violent. Et surtout on va essayer aussi en termes de jeu de rôle de prolonger un peu nos critiques parce que c'est des. Ouais, enfin il y a toujours beaucoup de choses à dire sur le jeu de rôle et les jeux de rôle en général. Et c'est un avis qu'on partage tous. Et c'est vrai qu'on les bâcle souvent un petit peu, c'est dommage quoi. Ouais, surtout que c'est un truc qui nous prenne du temps à critiquer. Ouais, oui, en plus ça prend beaucoup de temps de préparation. C'est cassé la gueule par les joueurs. Ouais. Alors là par exemple le livre, bon je vais y venir mais j'ai passé je pense 15 heures dessus pour le lire, un truc comme ça, 10-15 heures. Donc je vais vous parler de Game of Thrones, le jeu de rôle et plus particulièrement de l'édition des trônes. Alors il faut savoir que ce jeu est sorti en 2009 et il a été réédité en 2012, donc moi j'ai la version de 2012. La différence entre ces deux versions globalement c'est la version de 2012 inclut la campagne qui était sortie dans un livre séparé en 2009 ou en 2010. Alors et ils ont fait quelques légères évolutions, des petites corrections, voilà, des petits ajustements. 2009, petite précision, ça correspond déjà à l'époque où il avait sorti les 5 intégrales. Ah, au niveau des livres. Ouais, au niveau des livres. Oui. Donc en termes de contenu, on colle à ce qui se fait de mieux. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Sachant que dans le bouquin, il y a des spoilers. Hein. Si vous n'avez pas lu les livres Game of Thrones, il y a 2-3 coins où ça spoil. Hein. Ah mince. À la fin, il meurt. Désolé pour toi. Non mais moi, non, ça spoil pas plus loin que la série TV. Ah bon, c'est cool alors. Donc ça spoil pas plus loin que la saison 3 de la série TV, si vous voulez un ordre de grandeur. Alors, donc ce jeu a été publié par Green Ronin Publishing et édité en France par Edge. Ça coûte une 50aine d'euros, voilà. C'est Robert J. Schwalbe qui est l'auteur, l'écrivain principal du livre, parce qu'en fait la première page, c'est un livre, c'est comme du Donjons et Dragons, etc. C'est écrit par des tonnes de personnes, il y a des tonnes de gens qui travaillent dessus. Enfin, sur la première page, il y a au moins 50 noms, quoi. Ouais. Mais c'est lui qui est un peu le lead, le chef de ce truc-là. D'ailleurs, c'est pas un mec inconnu parce qu'il a fait entre 2006 et 2007 de très nombreuses extensions pour Donjons et Dragons. Il a fait Warhammer Fantasy et il est actuellement le lead de Donjons et Dragons 5. Voilà. Ça se voit, je te dirais, au design du livre déjà, rien que ça. Alors, tu dis un mec payé au mot, on va y venir. Oui, il est payé au mot, je pense. D'ailleurs, c'est commissionné par quoi ce jeu? C'est HBO? C'est l'auteur? C'est Green Ronin Publishing. C'est eux qui ont lancé la. Il y a des visuels de la série dessus ou du bouquin? Non, pas de visuels de la série. Et les visuels je pense qu'ils ont les droits du bouquin. C'est des textes. Ils ont juste pris les droits du bouquin, quoi. Ils ont juste pris les droits du bouquin, à mon avis. Okay. Oui, d'ailleurs, oui. Il y a une demande d'à côté. Il n'y a aucune référence à la série TV. Oui, d'accord. Non, j'ai une question. Il y a combien de livres en tout? Alors là, il n'y a qu'un seul livre qui contient donc un background, je vais revenir, qui fait 18 pages dans le bouquin. Les règles du jeu qui font à peu près 200 pages. Et la campagne. Il y a 5 tomes en librairie. Allez. C'est ça. Et la campagne qui fait une centaine de pages. Voilà. Donc le background, en effet, c'est plutôt faut lire les romans. Voilà, globalement c'est ça. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il replace juste toutes les familles, enfin les couronnes de Westeros, et en vous disant, bah voilà, un peu ce qu'ils savent faire, quoi. Quelle est leur ligne directrice. Le Nord, bah il fait froid, voilà. Niveau placement historique par rapport à la série. Attention, spoiler. Alors par rapport au bouquin. Alors par rapport au bouquin, je sais pendant pas. Les bouquins, ou avant, après. Moi, alors j'ai pas lu les bouquins, donc je peux pas dire précisément. Moi, j'ai vu les séries. C'est avant le premier épisode de la série. De quoi? Oui. Avant le début. C'est avant que Ned Stark devienne main du roi.
C'est le tout premier épisode de la série. Oui, donc oui. Donc je suppose que c'est aussi avant le début des bouquins. Pareil, oui. Je pense que ça commence au même moment. À noter que bien sûr, c'est là qu'il se place entre guillemets, parce qu'il y a très peu de background. Bien sûr, vous pouvez vous placer à n'importe quel moment. Oui, mais c'est par rapport un peu plus dans le nord déjà. Non, ça se place dans tout Westeros. Il y a quasiment pas de background. En fait, le seul background qu'il y a, c'est te dire il y a toutes ces familles là, et puis voilà, elles sont positionnées à cet endroit-là sur la map. Du coup, on revit un peu l'histoire de Game of Thrones différemment, quoi. Ah bah non, tu revis rien du tout. Non, mais t'as l'époque après la révolte de comment il s'appelle le Baratheon. Oui, c'est juste après la révolte de Robert Baratheon. Entre Robert et le début des événements du bouquin, je pense. Okay, c'est un peu transitoire. C'est dans cette période-là. D'accord. Sachant qu'après, toi, tu joues ce que tu veux. Toi, tu suis la trame scénaristique des romans dans tes campagnes si t'as envie, soit tu fais autre chose. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Un petit coup de gueule sur le background. Ils ont fait une map de Westeros qui est en longueur comme ça. Oui. Sauf qu'elle est sur 2 pages. Donc le bas de la map est en haut de la page de droite. Oui, c'est comme dans le livre. Et oui, mais c'est parce qu'ils vont vendre un livre du joueur à 15 € avec la map complète. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je me suis déjà fait c'est chiant, la map complète. C'est dû au format. Je pense. Oui, c'est dû au format. Mais parce que la carte, elle est pas en format. Ils auraient pu se démerder pour sinon faire sur une seule page la map. C'est comme le continent américain sud et américain nord. On peut pas le faire tenir sur une page. Oui, je sais bien, mais c'est chiant. C'est bête. C'est chiant en fait. Donc voilà, ça c'est pour le background, c'était très rapide. Je vais aujourd'hui vous parler que des règles. La partie campagne, on en parlera dans une autre partie, dans un autre épisode. Oui. Donc les règles. Alors, comme je vous ai dit, ça fait 200 pages, donc c'est assez velu quand même. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une base finalement assez commune à tous les jeux de rôle. Vous avez votre personnage, vous avez vos caractéristiques. C'est un système basé sur des D6. C'est pas un système D6 au sens strict du terme, mais on utilise des D6. C'est donc vous utilisez donc des caractéristiques qui ont un rang. Le rang va entre, on va dire 0 et 8, mais dans les faits, c'est plutôt entre 1 et 7. 0 parce que vous êtes complètement incapacité, donc c'est en gros, quand vous avez 0, vous êtes mort, quoi. C'est un peu la seule circonstance. Comme dans le Dragon, quoi. Quand t'as 1 d'intelligence, t'as un petit peu un problème, quoi. Alors après, ça monte jusqu'à 8. 8, c'est l'excellence, le summum de enfin, c'est Chuck Norris, quoi. Ouais. Voilà. 2, c'est la moyenne. 1, vous êtes un peu handicapé. Et puis au-dessus, vous êtes bien plus, un peu surhumain, etc. D'accord. Donc ça c'est la base, les caractéristiques. Ensuite derrière ces caractéristiques vous pouvez avoir des spécialités qui sont en fait une précision de la caractéristique. Par exemple sur corps à corps vous pouvez avoir H. Voilà. Et là c'est pour dire ouais je suis vachement bon en H. Et en fait ce truc là rajoute des dés bonus. Ce que je trouve intéressant en fait c'est que par exemple vous allez avoir un dé bonus, 2 dés bonus, 3 dés bonus limité à la valeur max de caractéristiques que vous avez. Mais ce qui est intéressant c'est quand vous allez faire votre jet de dés vous allez prendre tous les dés. Donc les dés de la caractéristique, les dés bonus. Donc si vous avez 4 plus 2 dés bonus vous allez lancer 6 dés. Oui. Et vous allez garder que les 4 meilleurs pour faire le résultat. Oui. J'ai une question, c'est quoi les dés bonus Les dés bonus sont enlevés en fait. Mais ça vous permet de virer les dés pourris quoi. C'est ça. Ouais. J'ai une question, c'est quoi les dés que tu parles? C'est des D6. D'accord. Et du coup, ça enlève beaucoup de gamble quand t'as du bonus, quoi. Voilà, en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça limite le hasard quand tu as une spécialité un peu évoluée. Voilà. Je sais que t'aimes bien ça, toi. Ouais, moi j'aime bien ça. C'est pas inintéressant, ça permet de maîtriser un peu mieux ses chances, en fait. Ouais. Alors ça c'est la grande base. Après je vais pas détailler toutes les règles parce qu'on va y passer 2 semaines. Après il y a tous les trucs de santé, de points de vie, etc. Je reviendrai un petit peu sur les dégâts, c'est un petit peu particulier, mais enfin il y a les grandes lignes de défense, de mouvement, de déplacement qui sont liées à un calcul via vos caractéristiques. Ça c'est très très classique. Ce qui est intéressant je trouve dans le jeu c'est la partie après création de personnage. On a une notion très poussé de l'âge de votre personnage. Vous pouvez choisir de jouer un enfant, un adulte, un vieillard, un très très vieillard. Ça a une très grosse importance sur le livre. Ça existe dans d'autres JDR, mais dans celui-là, c'est assez poussé. Qu'est-ce que ça va faire? Par exemple, si vous jouez un enfant, vous allez avoir peu de points d'expérience à distribuer dans vos caractéristiques. Donc forcément des rangs un peu plus faibles. Par contre, vous allez avoir beaucoup de points de destinée. Et les points de destinée ils servent à plein de choses dans le jeu. C'est pas les points de destinée dans d'autres JDR où ça vous permet juste de respawn si vous mourrez. Dans le Donjons et Dragons, les tout premiers c'était ça. Ouais. Voilà, là c'est des points de destinée qui servent à plein de choses. Et si vous êtes un vieillard par exemple, vous aurez aucun point de destinée. Beaucoup de points d'expérience est distribué. Par contre, vous allez avoir des malus liés à l'âge, genre une moins bonne agilité, des choses comme ça. Mais si t'es dans la quarantaine. T'es dans la quarantaine, t'es moyen.
T'es au milieu. T'as moins d'expérience. T'as un peu plus d'expérience, mais un peu moins que le vieux. Et t'as un peu moins de malus que le vieux, mais un peu plus que le gamin. Et t'as du destiné ou pas? Non. Et voilà, t'es moyen dans les points de destinée. Ça a l'air pas mal. Alors, ça. oui, après ça dépend le personnage que tu veux jouer en fait. L'intérêt de ces points de destinée, c'est que ça vous permet de faire plein de choses. Ça vous permet d'acheter des avantages. Les avantages, c'est pas forcément du bonus sur les caractéristiques. Il y en a. Parce que vous êtes très bon à l'épée, vous avez plus un dé ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi des avantages liés par exemple au background de votre personnage, du style vous êtes l'héritier de la maison, vous êtes le chef de famille de la maison, etc. C'est très bien fait ça. Hein. C'est très intéressant. Je reviendrai après quand je ferai le détail de ce que j'en pense, mais il y a des choses très intéressantes là-dessus. Les points de destinée, ça vous permet aussi de virer des défauts. Quand vous avez un certain âge, vous êtes obligé de prendre un défaut. Genre vous êtes, je sais pas, vous êtes bourrin, vous êtes meurtrier. Alcoolique. Voilà. Des choses comme ça. Donc vous pouvez le virer avec les points destinés. Par contre, ce défaut et ses avantages, c'est très précisé dans le livre de règles, doivent être très liés au background de votre personnage. Donc il faut qu'il y ait une logique et une cohérence quand vous créez votre personnage pour être en cohérence avec les avantages et défauts. Ça c'est le MJ qui décide, où il y a vraiment une liste détaillée dans le bouquin. Alors il y a une liste d'avantages et de défauts. On peut bien sûr toujours en créer. Lié au background, si tu fais cette maison, tu dois avoir tel machin. Oui, non, après c'est le MJ qui décide, qui se met d'accord avec ses joueurs en disant oui c'est bon, ça passe, c'est cohérent. Donc déjà, vous pouvez faire un truc pas cohérent, ça serait juste bête. Dans un premier temps, ça oriente beaucoup le jeu de rôle quand même sur un truc très sérieux, très background écrit. Ah oui, alors c'est un jeu sérieux, très clairement. Sérieux. Avec du background posé, avec des personnages qui sont assez construits, assez évolués, qui peuvent évoluer et construire au fil des parties. C'est pas pour me déplaire personnellement, mais c'est un jeu sérieux. On n'est pas là. Enfin, tu peux faire ça en mode fun, mais je pense que ça sera pas intéressant. Je pense que. Ouais. Non, quels sont les les métiers des personnages? Est-ce qu'on peut être paysan ou chevalier? Alors, oui, en effet, il y a des classes, on va dire ça comme ça, des archétypes de personnages. Donc je me rappelle plus les noms. Il y a le. Il y avait le brigand, non le fripin. Le coquin. Le coquin, voilà. Donc ça c'est un peu le voyou. Il y a le chevalier, il y a le septon, le maître, etc. Bon, il y a un peu les bases des classes, le healer, le tank, etc. La différence par contre, c'est que ces classes ne vous orientent pas en fait. C'est-à-dire que c'est juste un exemple et ça vous dit, vous devez utiliser ces caractéristiques là. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mélanger deux classes. Finalement, vous pouvez, c'est plus du background. Vous pouvez aller améliorer un truc en dehors de votre personnage et ça ne vous force à rien. Tu peux être un septon bourrin. Ouais, c'est juste qu'après ça va pas être cohérent, ça va pas être logique, donc peut-être que l'OMJ va dire non, finalement t'es pas un septon, t'es un bourrin quoi. Voilà. C'est tout. Alors je speed un peu parce que ça va dépasser. Alors niveau combat, je m'attarde pas dessus, c'est très classique. On fait des jeux en opposition, machin. Initiative classique. Juste pour revenir rapidement sur les personnages, ça prend combien de temps à peu près en créer un? Alors créer un personnage, je pense que c'est 1 heure. Après, par personnage avec le MJ consacré. Avec le MJ consacré, si vous paralysez ça, vous êtes 4 joueurs et vous avez un MJ et un bouquin. Non, vous y passerez pas 4 heures, mais vous allez passer 2 bonnes heures à mon avis. Et sachant que il meurt aussi facilement que dans la série. Oui, potentiellement, c'est très létal comme jeu. Potentiellement. Est-ce qu'on peut respawn? Non, enfin tu peux reprendre un autre personnage, mais tu peux pas ressusciter. À part avec tes points de destinée. Oui, ce que je voulais. Tu peux utiliser un point de destinée pour éviter de mourir. Quand je disais respawn, c'est je veux dire prendre un autre personnage. Ouais. Le point de destinée aussi, il est vu comme un acte héroïque finalement, un truc qu'un humain lambda n'arriverait pas à faire, un surcoût héroïque quoi. Ouais. Donc ça peut être du coup survivre à une attaque mortelle ou des choses comme ça. Et une autre question importante, est-ce que la magie est représentée? Non. Il y a très peu de magie. Vous avez T'as aucune classe qui te permette de lancer un sort? Il n'y a pas de lancement de boule de feu ou je sais pas quoi. Non, mais je parle des visions. Alors ça, il y a par contre, tu peux avoir des visions, des choses comme ça. C'est un avantage, c'est un trait de personnage qui te permet d'avoir ces visions dans ses rêves, qui te permet d'aller prendre possession d'un corps d'un animal et puis de. Ah oui, t'as le rêve vert. Oui, le vert. Le vert rêve. Ouais, un truc comme ça. Oui, tu l'as. Tu as tout ça. C'est des traits de personnage en fait, ça. D'accord. Alors, par contre, là, je vous ai parlé qu'une petite partie du jeu parce que maintenant, je vais vous parler d'un autre truc qu'il faut créer. En général, il faut le créer avant ses personnages. C'est sa maison. Parce que dans Game of Thrones, on crée sa maison. Avec des briques, un toit, un jardin. Pas forcément, il me semble. Alors, c'est pas obligatoire. J'y reviendrai après. Ouais. Il y a différents modes pour jouer le jeu, mais j'y reviendrai à la fin. Ça avait l'air. Mais ça, c'est cool. Donc, je vais en parler. Ça avait l'air Alors, on peut créer sa maison. Finalement, sa maison, c'est un peu comme un personnage. Ça a des caractéristiques qui sont différentes, bien évidemment. Ça vit, ça joue des tours, des actions, et en fait les personnages vont pouvoir rapporter de la gloire, de la richesse à leur maison, et vont pouvoir décider des axes
suivant leur niveau de statut dans la maison, d'orientation, de dire bah voilà, on va aller faire ça ou ça. Des axes politiques en fait. Des axes politiques, mais des axes militaires aussi. Ça donne trop envie. Alors en fait, vous avez une maison qui a donc un chef de famille, il y a des héritiers, etc. Donc vous avez toute une hiérarchie. Les personnages peuvent décider, les joueurs peuvent décider de prendre un personnage dans cette maison ou pas. Enfin, dans la hiérarchie de la maison ou pas. Ça peut être juste un chevalier qui est copain avec la maison, mais ça peut être aussi le chef de maison, pas de problème. Et sinon, après, les autres personnages importants seraient joués par le MJ en fait. Mais je suppose que le MJ oriente beaucoup ses joueurs aussi, quoi. Oui. S'il n'a pas envie que le gars il dirige toute la maison. Dans le cadre d'une partie, tous les joueurs sont dans la même maison. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tes joueurs ne sont liés à aucune maison, c'est des mercenaires lambda, et puis tu joues comme ça, et puis là tu joues à un JDR, tu joues à Donjons et Dragons, quoi. Ouais. Soit tous tes personnages sont liés à une seule maison, c'est la technique de base, c'est ce qu'ils recommandent. Soit chacun de tes personnages a une maison et auquel cas ils se tirent la boue entre eux. Donc là c'est plus compétitif entre les joueurs. Soit c'est tout en fait, c'est déjà pas mal. Il y a différents modes de jeu. Je pense que le plus intéressant vraiment c'est tous les personnages dans la même maison qui la font évoluer. Surtout que cette maison en fait quand vous la créez, vous l'attachez à une couronne, où on appartient au Royaume du Nord, on appartient au Lannister. Donc, ce qui découle d'un certain nombre de statistiques, vous lancez un certain nombre de dés pour avoir une répartition des statistiques un peu aléatoire aussi. Et puis tout ça, ça vous donne des points de population, donc savoir si vous avez un territoire très peuplé, de la taille de votre domaine, mais aussi les infrastructures. C'est là que vous allez décider si j'ai un petit château, j'ai une tour, j'ai 2 tours, j'ai 3 tours, suivant les points que vous avez, vous pouvez dépenser. Votre armée, vous pouvez dire je vais acheter une unité d'infanterie, une unité de chevalier, une unité de machin, suivant les points que vous avez eu à la création de votre maison. Ça se décide comment? C'est collégial ou c'est celui qui a pris le rôle du chef militaire, celui du rôle de chef de famille? Alors ça se voir entre les joueurs. Soit c'est collégial, soit si les joueurs sont pas d'accord. C'est le chef de famille qui veut le faire par exemple. Dans les faits, en général je pense que c'est plutôt collégial quoi. Alors ce système de maison est très important parce que il soude un peu les joueurs et il vous permet de grossir. Et en fait ça apporte 2 aspects au jeu, un aspect micro et un aspect macro, j'ai envie de dire. Micro c'est les personnages, c'est vraiment un instant très court finalement, une vie de personnage, alors que la maison est beaucoup plus macro, elle va pouvoir peut-être jouer sur des centaines d'années éventuellement. Donc on pourrait faire Et la maison quand vous l'utilisez, quand vous la créez, vous décidez depuis quand elle existe, donc potentiellement elle est déjà très vieille, vous lui créez toute son histoire. Alors il y a tout un système de tables avec des jets de dés, tout ça qui vont vous dire là elle a été créée parce qu'il y a eu une calamité, vous allez décider de quelle calamité c'est. Etc. Et c'est très très intéressant parce que ça permet de créer un background tout en étant supporté par des règles. Mais mine de rien, quand je te parlais de respawn, c'est très intéressant en fait. Tu peux respawn dans l'héritier par exemple. Dans l'héritier, voilà, c'est ça. Et voir donner ton personnage en héritage, en refaire un autre. Tout à fait. Sans que ça soit vraiment pénalisant plus que ça, quoi. Parce que tu gardes une partie de l'histoire. Oui. Sachant que pour vous donner un ordre de grandeur, une maison joue. Il y a des tours, les maisons jouent des tours. Un pool de. Le tour d'une maison, c'est une action, et l'action, ça va être construire un nouveau bâtiment, ça va être collecter des richesses, des choses comme ça. Et elle en joue un par mois. D'accord. Donc c'est en fait très peu. Et t'as des. Du coup, t'as des. Si vous voulez jouer, à mon avis. T'as des règles macro là-dessus? Ouais. Ah, c'est cool. Si vous voulez jouer, à mon avis, très bien à Game of Thrones, ce qui est très intéressant pour moi de le jouer, c'est jouer des escarmouches avec vos personnages. Mais. Surtout, espacer ces escarmouches de pas mal de temps pour pouvoir faire évoluer aussi la maison. Contrairement à ce qu'on ferait, par exemple, ce qu'on pourrait faire avec un Z-Corps où on joue au jour le jour, là tu le fais pas dans Game of Thrones. Tu vas jouer une journée parce que c'est un jour important pour tes personnages, mais tu vas après passer 3 mois plus tard, tiens, il s'est passé ça, quoi. Par exemple. Et je speed. Oh là là, je vais couper en 4. Ça. C'est pas grave, on fera autant d'épisodes que c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Alors non, je vais quand même finir sur l'intrigue. Il te reste beaucoup de choses. Ouais, il reste beaucoup de choses. Oui, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Termine sur ce qu'on disait là sur la création de maison. Ouais, donc je vais terminer sur la création. Et puis alors, la prochaine épisode, on fera d'autres choses, je vous dirai quoi. Donc la création de maison, la création de personnages, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je pense que ça prend une séance, 4 heures, un truc comme ça. Il faut vraiment se bloquer. Parce qu'en plus, sa maison, on crée son blason. Il y a des règles pour créer son blason. Si tu mets 2 traits parallèles verticaux machin, ça veut dire ça. Si tu mets cette couleur ça veut dire ça. Et c'est histo pour le coup. Oui. Histo non, c'est dans le scénario, mais c'est pas histo. Ouais, enfin c'est quand même bien basé sur des faits historiques. Arnaud disait que c'était histo. Ouais, il y a tout un tas de trucs. Si tu barres ton fond, ça veut dire que t'es bâtard ou je sais pas quoi. Ouais, il y a des trucs qui sont très. Et chaque blason, en fait, chaque personnage a son blason de sa maison. Tu sais, genre, il y a des fonds et il y a. Oui, adapté. Il y a plein de choses. Alors, il y a des trucs. C'est assez compliqué la création du blason, mais très très intéressant aussi. Et ça représente votre
maison, donc c'est très important de le faire correctement. Vous devez créer votre devise, etc. Ça, c'est du background pur. Hein. Ça rentre pas dans les règles, mais ça permet d'avoir une cohérence. C'est génial, quoi. Tu vois arriver un blason au loin, tu le décris à tes joueurs. Tes joueurs, ils commencent à imaginer des trucs et voilà quoi. Ouais, donc ça, donc il faut vraiment quand même bien bloquer une demi-journée pour la création. Oui, il y a une bonne demi-journée de travail sur la création de. Ça sape un peu le moral. Bah, franchement, c'est un JDR qui se prête à la campagne exclusivement. Le one shot, c'est très mauvais à mon avis pour ce jeu de rôle. Comment on fait évoluer la maison? C'est avec le temps ou c'est avec le temps? Tu vas. Alors il y a plusieurs choses. Il y a des événements aléatoires qui vont arriver tout au long de la vie de ta maison, qui vont déterminer si, je sais pas, t'as une épidémie dans tes champs, du coup tu perds ta récolte, ou en fait t'as eu des super récoltes donc tu gagnes plus d'argent, etc. T'as les personnages qui vont pouvoir amener de l'argent de ce qu'ils auront récupéré dans les différentes quêtes. Qui vont pouvoir amener de la gloire, genre t'as gagné le tournoi mondial de Westeros. Un peu, ça. Oui, c'est quantifié, il y a des règles pour tout ça. Et qui vont pouvoir aussi amener de la richesse. Alors il y a la richesse, la gloire, et il y a un troisième truc. L'influence. De l'influence en, je sais pas, négociant une alliance avec une autre maison, par exemple. En possédant des maisons closes. Voilà. En vendant tes filles. Alors, ce que je parlerai dans le prochain épisode, parce que du coup là j'ai juste pas le temps. Que je parlerai, oui. Ouais. Je vais vous parler de l'intrigue, parce que toute la partie négociation et tout ça est régie par des règles aussi. Donc c'est très intéressant. Je vous parlerai de la partie narrateur, où bon. Pour l'anecdote, à la page 192, on commence à t'expliquer ce que c'est que le MJ. D'accord. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Non, mais sinon, la partie est intéressante, il y a plein de choses dedans. Et puis après, je vous dirai ce que je pense du livre, les plus, les moins, tout ce qui me plaît ou pas. Et puis, dans les autres épisodes, on parlera plus du jeu en tant que tel, c'est-à-dire la mise en pratique. Parce qu'il faut y jouer. Hein. Voilà. Là, c'est la théorie. Après, on parlera de la mise en pratique. Ouais. Voilà. C'est très long, je vous l'avais dit. Ce que je retiens de cette émission, c'est que tout ce que le français aura réussi à imposer ici, c'est son jeu de cartes, malheureusement pas sa langue. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, pour savoir quand aura eu la prochaine émission, la suite du dossier d'Aurélien, nous dire ce que vous avez pensé du dossier de Vincent. Promis, je l'enchaîne d'émission en émission. Et savoir où vous procure Archéologia. Vous savez nous trouver. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.